pour cette invitation. Donc, on va parler de- des intellectuels, de la crise naturellement, et aussi on va parler des artistes et la refondation sociale. Donc, je pense, d'entrée de jeu, c'est quand même un sujet riche, mais un peu très difficile aussi à débattre. Donc, d'abord, qui suis-je? J'aime pas parler beaucoup de moi. Je suis Sandy Larose. Je suis enseignant en psychologie, en sociologie, dans les sciences humaines et sociales. Donc, j'ai un doctorat en sociologie. Et puis, j'ai aussi une maîtrise en sciences du développement, mais aussi euh, une maîtrise en histoire. Et puis, naturellement, j'ai un baccalauréat en psychologie, donc je suis un peu pluridisciplinaire, multidisciplinaire. Et puis, j'écris aussi, je suis écrivain. Et je suis aussi je peux dire ça, un écrivain qui pense le monde autrement. Donc, c'est un peu ça. Donc, en gros, c'est ça. Donc, présentement, je travaille sur des thématiques de recherche qui touche un peu la culture, l'identité, la société, les structurations sociales. Donc, mon dernier livre qui sortira bientôt, c'est Porte sur le Rara en Haïti. Sauf que c'est pas en français ni en créole, c'est en anglais. Donc, London Press Academy. Donc, ça va sortir à London Press Academy. En gros, c'est un peu ça, moi. Bon, maintenant, le contexte et le climat politique en Haïti, on est dans un contexte très spécial, on peut le dire comme ça. Très spécial, mais aussi très difficile comme peuple. Je ne pense pas de toute l'histoire d'Haïti, de toute notre histoire de peuple, on n'a jamais connu un moment aussi difficile de notre histoire. C'est impensable, des gens qui sont obligés de laisser leur maison, tout ce qu'ils ont, pour aller habiter, pour aller vivre dans la rue, chez des personnes, chez des amis, chez des parents ou et dans des conditions de promiscuité. Donc, le contexte est très, très difficile et c'est pour ça que dans des contextes très difficiles, il faut qu'il y ait des groupes de jeunes, des groupes intellectuels, des groupes d'étudiants, bref, des personnes de tout acabit qui puissent prendre leurs responsabilités. Et ceci, le réseau des étudiants en sciences humaines et sociales, en ce sens, il fait preuve d'avant-gardiste. Et vous verrez dans ce qu'on va développer aujourd'hui dans ce qu'on va développer comme sujet, comme thématique, vous verrez que l'un des rôles de l'intellectuel, c'est d'être un avant-gardiste pour défendre, pour éclairer, pour aider et puis pour participer à la construction, à la refondation de l'État-nation, à la construction de la société. Bon, c'est pourquoi que je pense une telle activité non seulement ça a raison d'être, mais c'est aussi louable hein, comme initiative. Et moi, quand j'ai eu l'invitation, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de flexibilité en termes d'horaire. Je suis très, très débordé, très, très chargé, mais je me suis dit, ça vaut la peine de payer de ma présence pour apporter un peu et vous allez le comprendre tantôt, là, dans ma mission comme intellectuel, ça fait partie de notre mission de prendre l'espace public, de partager notre savoir, mais aussi d'apporter des éléments de réflexion qui pourraient participer à une éventuelle solution. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est important aujourd'hui de participer, de partager, de discuter avec vous un peu de mes réflexions, parce que la plupart de ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, de tout ce qu'on va dire,
Ça fait partie d'un ouvrage que j'ai finalisé depuis 2020, mais que je n'ai pas encore publié, qui s'appelle Le complot contre l'intelligence, l'épistémophobie et le complot contre l'intelligence. Dans cet ouvrage, j'essaye de définir l'intellectuel, qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel, mais aussi j'essaye de montrer qu'est-ce qui n'est pas un intellectuel. Vous verrez tantôt pourquoi, parce que le plus souvent, on veut savoir qu'est-ce que c'est qu'un intellectuel, on veut comprendre l'objet. Et la plupart du temps, ce n'est pas dans la définition de l'objet qu'on peut comprendre l'objet, qu'on peut cerner l'objet. Naturellement, on peut le cerner à partir de sa définition, mais certaines fois, dans le jeu dialectique de la pensée, c'est dans la négation qu'on peut trouver la définition de la chose. C'est pour ça, aujourd'hui, on va faire un exercice de réflexion. Vous connaissez déjà mon style, donc notez vos questions et après on va essayer de répondre à vos questions. Donc, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord, c'est bien correct, vous avez le droit. Donc, mais l'exercice qu'on va faire, c'est un exercice de réflexion, de réflexivité. Donc, c'est pour ça que je vous invite à ouvrir grand euh, votre esprit. Donc, parce que de plus en plus, c'est ce qui pose problème, ce qu'on ne peut pas. On pense tellement en miniature, on est tellement aussi habitué, on est tellement conditionné à vivre et habitué à vivre en miniature. Donc, on ne peut pas penser, en tout cas, on nous met dans une condition qu'il soit pour nous difficile de penser au-delà des sphères qu'on connaît. Donc, et on ne peut pas aller au-delà de ça. Bon, naturellement, en guise d'introduction, c'est tout ce que j'avais à vous dire, mais moi, ce que je me suis donné comme un peu comme tâche dans cette conférence, c'est d'abord essayer de définir en gros quelques concepts sur lesquels, parce qu'il faut qu'on s'entende sur les concepts pour que le débat soit, je dirais, accessible, mais aussi intelligible à ceux et celles qui auront des questions ou des réponses aussi, parce que vous n'avez pas que des questions, vous avez aussi des réponses. En tant que jeune, écoute, il n'y a pas mieux que vous à pouvoir discuter, à pouvoir apporter des éléments de réponse. Vous avez plus d'éléments de réponse que moi, sûrement, sur plein d'affaires. Donc, c'est pour ça, la première chose qu'on va faire, c'est d'abord définir les concepts clés certains concepts clés, on va le dire comme ça, mais d'autres concepts vont être au fur et à mesure définis au cours du débat, au cours de l'exposé. Donc, la deuxième, je dirais, euh, le deuxième point de l'exposé serait de discuter un peu de la situation d'Haïti, la déshumanisation qu'on connaît aujourd'hui, la crise humanitaire, la violence des gangs armés, qui est quelque chose de bien planifié, bien orchestré en vue du contrôle de ce qu'on appelle des mouvements sociaux en Haïti. Donc, les gangs armés ne sont pas tombés du ciel. C'est bien élaboré, bien construit à ce que l'on puisse bloquer la marche vers l'émancipation haïtienne, la marche vers le bien-être. Donc, et puis, il y a aussi la crise d'espérance qui pose aussi problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on parle de la crise d'espérance, vous verrez, c'est que ce qui faisait toute la beauté des études, quand on était étudiant, quand on était au niveau du baccalauréat, c'est-à-dire la licence, on rêvait. On rêvait de finaliser les études, on rêvait d'avoir son premier boulot, son premier boulot, on rêvait d'avoir son premier boulot, on rêvait d'acheter sa première voiture, on rêvait pourquoi pas d'acheter son premier terrain pour construire une maison, etc. Donc ça fait partie de ce qu'on avait comme vision d'ensemble, là, je dirais, de nivellement vers le haut en tant que
société. On partageait ces espérances, on va dire, collectivement, mais de plus en plus, vous allez voir que ce qui s'est passé avec les gangs armés tue un peu cette espérance. Et aujourd'hui, la jeunesse haïtienne, c'est pas, il n'y a pas que la jeunesse, aussi d'autres groupes, d'autres franges de la société, on va dire, en fait, sont victimes de ce qu'on appelle d'une crise d'espérance. C'est-à-dire, on ne nous donne plus le droit d'espérer. On n'a plus le droit de rêver. Même le simple droit de rêver et d'espérer dans une société, c'est pas donné, c'est pas un cadeau. Donc, et puis, en dernier lieu, on va voir, ou du moins, on va essayer de réfléchir ensemble sur que peuvent faire les intellectuels et les artistes s'ils peuvent faire quelque chose. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans une telle situation? Parce que, en fait, est certain, on est dans une situation critique. Je crois que le modérateur avait déjà fait quand même une très belle introduction de tout ce qu'on connaît déjà en termes de difficultés qu'on éprouve, en termes de crise humanitaire qu'on connaît. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'intellectuel? Et sommes-nous des intellectuels qui sont des intellectuels qui ne sont pas des intellectuels aussi? C'est autant je pense que de points qu'on va un peu discuter, on va en parler. Bon, l'objectif de ce débat, de cette conférence, c'est d'abord comprendre la dynamique sociale en Haïti et puis comprendre aussi Haïti par rapport aux enjeux et les défis du monde contemporain. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique monde. Parfois, ou la plupart du temps, ceux, ceux-là, celles qui nous dirigent, qu'on peut appeler des dirigeants, on se demande est-ce qu'ils sont conscients qu'il y a ce qu'on appelle une dynamique monde aujourd'hui. C'est-à-dire, la dynamique monde veut que l'on se positionne. On se positionne par rapport aux intérêts nationaux, par rapport à notre histoire, par rapport à notre trajectoire en tant que peuple. Et c'est d'ailleurs ces enjeux et ces défis du monde contemporain aujourd'hui par rapport au changement climatique, par rapport à la faim dans le monde, par rapport à la problématique de la faim, par rapport à la violence, et par rapport aux enjeux géopolitiques, par rapport à la montée de nouvelles puissances, comment on peut se positionner? Et si on oublie qu'on pourrait se positionner, on est condamné à marcher à reculons, sinon à s'effacer. D'accord? Donc, il y a des civilisations qui ont existé dans le temps et puis qui n'existent plus. Il y a eu des pays qui ont existé dans le temps qui n'existent plus. C'est-à-dire, il faut qu'une nation, ou les gens qui pensent une nation, ou que les intellectuels dans une nation comprennent qu'il y a une lutte à mener aujourd'hui, il y a un combat à mener pour continuer à exister comme peuple. Il n'est pas donné, ce n'est pas genre automatique, je dirais, ce n'est pas un fait tellement évident qu'on va toujours exister comme peuple. C'est-à-dire, il y a une lutte pour la survie des nations, des groupes, surtout des minorités aujourd'hui qui, écoute, qui sont reconnues dans le monde. Il y a eu la lutte pour la reconnaissance, pour le dire comme Axel Honnête. C'est-à-dire, quand on oublie qu'on est dans cette dynamique, on peut, pourquoi pas, écoute, un bon matin, qu'on n'existe plus. Mais si on ne se rend pas compte que c'est possible, on va continuer dans cette dynamique d'auto-effacement, parce qu'on est dans une dynamique d'auto-effacement, parce que combien d'entre vous ou du moins, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui pourrait me dire qu'il connaît un pays où il y a 9 dirigeants à la tête? Quand je dis 9 dirigeants, c'est techniquement 9 présidents, entre guillemets, d'accord, à la tête d'un État. Même le plus grand pays du monde, les États-Unis, si vous acceptez euh, mon
allocution, c'est en président la Russie, un grand pays, un très grand pays, hein, superpuissance, en président, donc le Brésil, le Canada en premier ministre, etc. Mais nous, écoute, on est en train de, je dirais vraiment, si vous me passez l'expression, on est en train de ne rien faire et on a neuf euh, chefs d'État, d'accord, qui ne sont pas des chefs d'État en vrai, écoute, qui font rien en tant que, je dirais, dans ce qu'ils devraient faire. Bon, bref, mais aussi, je voulais vous expliquer, ou du moins, on va essayer d'expliquer dans l'un des objectifs, pourquoi la jeunesse haïtienne est en proie à la crise sociopolitique. Et puis, on va essayer de définir un peu, en passant, le rôle des intellectuels et des artistes, et puis proposer ce qu'on appelle une réinvention, si possible, du rêve haïtien. Est-ce qu'on a un rêve? Par exemple, quand on parle d'une nation, ce qui fait, je dirais, si la cohésion d'une nation passe par son rêve, le rêve qu'on a en commun comme communauté. C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui le rêve haïtien? C'est-à-dire, quand je grandis comme haïtien dans un pays qui s'appelle Haïti, c'est-à-dire, j'ai 12 ans, 13 ans, 14 ans, 17 ans, à fleur d'âge, à fleur de l'âge, c'est quoi le rêve qu'on partage? À 22 ans, 23 ans, on est très jeune, on peut déplacer les montagnes, on peut faire des miracles. Il n'y a rien qui soit impossible quand un jeune rêve. Mais c'est quoi on peut rêver comme haïtien? Quelle est aujourd'hui la limite de nos rêves? Et qui impose ou qui nous impose ces limites? C'est ça. Et puis, est-ce qu'il est possible de réinventer ce rêve? Je dirais à travers l'éducation, la culture, le sport, les arts. Bon, ce propos, tout ce que je vais vous dire à partir de ce propos, c'est publié dans mon livre qui vient de sortir sur le Rara, d'accord? Donc, juste pour vous dire que les propos d'aujourd'hui, donc, c'est vraiment des propos que vous allez trouver dans mes écrits, dans mes livres et les articles scientifiques que j'ai publiés. Ou que je vais publier d'ailleurs. Donc, juste pour vous dire que ne vous gênez pas à me poser des questions ou si je ne connais pas la réponse, moi, je vous dis que je ne connais pas, je peux aller faire des recherches pour partager avec vous. Donc, je n'ai pas la science infuse, donc moi, je suis comme vous, là, je suis un étudiant, éternel étudiant qui apprend. Donc, mon doctorat, c'est pas la fin de mon parcours, et mes ouvrages, c'est pas la fin de quelque chose, c'est le début d'un apprentissage qui va jamais, jamais s'arrêter. Bref, c'est en gros, c'est ça qu'on a comme objectif. J'espère qu'on va atteindre à la fin de notre exposé les objectifs, mais comme vous connaissez mon style, donc je ne vais pas aller vraiment, je dirais, de manière linéaire à suivre le parcours, mais en gros, à la fin, vous verrez que tout mon style dialectique, de dialecticien que vous connaissez, donc vous allez voir à la fin qu'on va quand même essayer de couvrir un peu tous ces points-là. Bon, maintenant, après cet exposé, après cette conférence, moi, je vous invite à aller au-delà de ce qu'on va dire ou de ce qu'on a déjà dit aujourd'hui. C'est-à-dire aller au-delà de l'exposé, c'est après cette journée-là, après cette conférence, à quoi on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les réflexions qui sont possibles de mener? Comment on peut, je sais pas, construire je dirais, une réflexion indépendamment de ce que je vous dis là, c'est-à-dire Haïti, quel avenir pour Haïti? Moi, je suis persuadé qu'il y a un avenir pour Haïti. Mais pourquoi faut-il s'organiser? Parce que vous allez voir, le problème du pays, c'est un problème d'organisation avant tout. C'est-à-dire, il y a un problème de structuration. Rien n'est organisé. Le modérateur l'avait bien dit. Aujourd'hui, on n'a aucun élu. On est peut-être l'un des rares pays dans le monde à avoir aucun élu. En fait, c'est-à-dire il n'y a pas un seul.
Il n'y a pas une seule personne aujourd'hui c'est-à-dire qui dirige, qui a été, je sais pas, qui est passé par les élections. Cependant, on prétend être quand même un État, on va dire, démocratique, entre guillemets. Bon. Maintenant, par rapport à tout ça, on va être d'accord, quelque part, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des intellectuels en Haïti. Haïti a une tradition intellectuelle et de grande envergure. C'est-à-dire, on produit de grands intellectuels. De moins en moins, on comprend, mais on a cette tradition de production d'intellectuels. On a une tradition qui écoute, avec des facultés comme la faculté d'ethnologie de l'Université d'État d'Haïti, la faculté de médecine. Ouais, il y a beaucoup d'intellectuels qui sont sortis dans cette faculté. Aussi, la faculté des sciences humaines, euh, la linguistique, etc. Donc, ça ne veut pas dire que les autres facultés ne produisent pas d'intellectuels, mais pour une raison ou une autre, les intellectuels qui ont été les plus médiatisés, en fait, ont fréquenté la faculté de technologie, la faculté des sciences humaines, la faculté du droit aussi, de Port-au-Prince notamment. Donc, c'est-à-dire, on a cette tradition. Mais ces intellectuels-là qu'on produit ou qu'on a produit, c'est pour quel pays? Est-ce qu'on a produit ces intellectuels pour Haïti? Moi, je vous invite juste à réfléchir, à ne pas me poser cette question. Moi, je n'ai pas la réponse. Moi, je pourrais toujours cogiter avec vous, mais je n'ai pas la réponse. Mais ça, c'est pour vous inviter à aller au-delà de ce qu'on va dire aujourd'hui et puis de ce qu'on a dit, déjà dit. Et puis pour vous allez libre à vous de trouver, je dirais, des éléments de réponse. Donc, mais maintenant, comme dernier point, c'est comment réinventer le rêve haïtien. Un jour, je sais pas, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, si j'ai la chance de croiser l'un d'entre vous, l'un d'entre vous qui suit présentement cette conférence, je serais ravi que vous puissiez trouver des éléments de réponse un peu par-ci, par-là, par rapport à toutes ces questions ou à certaines de ces questions. Donc, juste pour vous dire que c'est un exercice de réflexion, donc on va le faire comme ça. Bon, maintenant, c'est le temps un peu de révisiter les concepts. Quand, quand on parle en tant qu'intellectuel ou quand on parle en tant que scholars, et c'est le terme qu'on utilise le plus aux États-Unis, scholars, pour dire que c'est-à-dire ceux qui font partie de l'académie, c'est-à-dire qui réfléchissent, euh, qui font la science, les scholars. Donc, on, les intellectuels, on utilise beaucoup les concepts. Pourquoi? Parce qu'on veut, parce qu'on veut se mettre d'accord. On veut se mettre d'accord sur nos propos, sur ce qu'on dit et quel sens qu'on dit, ce qu'on est en train de dire dans un contexte donné, parce que nos propos tiennent lieu et nos propos prennent corps dans un contexte donné et dans un temps donné. C'est-à-dire, on ne parle pas indéfiniment comme si on était omniscient, omnipotent, omniprésent et nos propos dépassent tu vois, le monde. Non, on est quand même dans un point dans le monde et dans ce point-là, on émet un signal. Et ce signal-là, quand on l'émet en tant qu'humain, on dit qu'on est ancré. C'est ce qu'on appelle euh, grounded theory, c'est-à-dire ce qu'on dit est quand même ancré dans une réalité, dans une réalité donnée, dans un pays donné, euh, sous un ciel, je dirais, avec un contexte et avec un décor qui n'est pas le même que si on était, je dirais, en Australie, par exemple. Bon, c'est important d'utiliser ces concepts. Et le premier concept sur lequel on va un peu s'attarder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est une grosse question. Et moi, je pense que c'est peut-être la question la plus difficile à répondre. Moi, pour être honnête avec vous, dans le cadre de mon livre
qui n'est pas encore sorti d'ailleurs, mais qui est, c'est un livre fini, là. Donc, depuis 2020, j'ai terminé le manuscrit. Donc, c'est juste, je suis toujours là-dedans. Donc, qui s'appelle L'épistémophobie ou le complot contre l'intelligence. Ça a été quand même très difficile pour moi de définir le concept intellectuel. Donc, d'abord et avant toute chose, on est d'accord, vous serez d'accord avec moi que c'est un concept qui a été pendant longtemps, très longtemps galvaudé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui habite peut-être tout près de chez vous, ou qui est votre professeur, ou qui est votre doyen à la faculté d'ethnologie, ou qui est votre secrétaire général à la faculté d'ethnologie, ou n'importe où là. Écoute, si tu lui demandes, est-ce qu'il est un intellectuel? Oui, il est un intellectuel. Mais si tu lui demandes, par exemple, c'est quoi la dernière fois qu'il a produit une réflexion, ça, on n'a pas de réponse à ça. Donc, c'est-à-dire, le type au champ de Mars je sais pas, qui parle à voix basse, à voix haute, et puis qui essaye de convaincre avec la force, la vigueur. Vous connaissez nos avocats, d'accord? Très, très mal formés d'ailleurs, et puis qui parle à haute voix, mais qui croient que, parce qu'ils parlent à haute voix, ils sont plus intellectuels que quelqu'un qui n'a pas, je dirais, euh, un tempo calme imposant. Bon. C'est-à-dire, le concept intellectuel est galvaudé. Galvaudé, tout le monde veut être intellectuel. Bon, c'est la première chose. Tout le monde prétend être intellectuel. Mais on verra dans dans ce qu'on va dire aujourd'hui, tout le monde n'est pas intellectuel. Bon, tout le monde pourrait être intellectuel, c'est correct. Et je suis pas dans une dynamique. Je ne sais pas de vous dire ici que, ah non, cette affaire est réservée. Non, je suis pas dans cette logique-là. Je crois dans la démocratisation du savoir. C'est tellement vrai aujourd'hui. Le savoir, plus le savoir est démocratisé, c'est-à-dire le savoir est accessible à tous et à toutes, mais c'est plus qu'on verra, qu'on verra. Vous êtes témoin que les gens lisent moins. Pourtant, les livres sont gratuits sur Internet, hein. D'accord? Beaucoup de livres sont gratuits, les articles scientifiques sont gratuits, hein, beaucoup d'articles scientifiques sont gratuits, etc. Mais parce qu'ils sont gratuits, ils sont disponibles, les gens en lisent moins. D'accord? En même temps, on est dans ce qu'on appelle une dynamique de distraction. On est dans un monde qui produit trop de distractions et ce qui paraît bizarre, mais dans notre monde, c'est-à-dire quand on veut s'approprier de l'étiquette intellectuelle, vous allez voir, cela va pas sans dire que ça demande beaucoup de sacrifices. Et parmi ces sacrifices, c'est s'asseoir pour lire, pour se former. Il n'y a pas de magie. Donc, donc, ça m'amène plutôt à inverser ma question. Qu'est-ce qui n'est pas un intellectuel? Donc, et là, moi, je vous retourne la balle pour réfléchir un peu. Donc, on verra qu'est-ce qui n'est pas un intellectuel au lieu de dire qu'est-ce qu'un intellectuel. Antonio Gramsci, qui est l'un des penseurs italiens, je dirais le plus populaire d'ailleurs, qui un fervent intellectuel, distingue deux types d'intellectuels, qu'il appelle l'intellectuel traditionnel et l'intellectuel organique. Donc, pour faire simple, ce qu'il appelle un intellectuel traditionnel, c'est quelqu'un qui se perçoit comme un neutre. C'est-à-dire, écoute, moi, je suis un intellectuel du monde, je suis citoyen du monde, écoute, moi, je suis plus au fait de ce qui se passe en Espagne, je lis le monde diplomatique, je lis toutes sortes de journaux, je sais tout ce qui se passe en Europe, je sais pas, en Amérique du Nord. Et j'écoute, je sais pas qu'est-ce qui se passe en Haïti, donc je sais pas qu'est-ce que c'est que Tissourite. Non, mais non, c'est ça, écoute, en plus, tu sais, moi, là, je suis un intellectuel, mais écoute, je sais pas écrire en créole. Ah oui, mais tu vois, moi, je sais pas comment on écrit en créole, et on est presque fier
notre culture. Tu t'imagines que tu es un intellectuel américain, tu dis que tu peux pas écrire en anglais, tu peux pas réfléchir en anglais. C'est-à-dire, ces modèles-là, qu'on appelle des intellectuels, entre guillemets, traditionnels, qu'il appelle, Gramsci appelle traditionnels, qu'on peut appeler des intellectuels pépés carrément, c'est-à-dire des intellectuels qui sont, je dirais, égarés sur le sol d'Haïti, d'accord, qui se croient français, qui se croient canadiens, qui se croient tout, sauf haïtiens. C'est-à-dire cet intellectuel désincarné de la réalité les intellectuels traditionnels. Écoute, vous avez plein de modèles dans la tête. D'accord? Je vous avez plein de noms. On ne va pas les nommer. Écoute, parce qu'on n'a pas envie de les nommer, mais je pourrais vous nommer beaucoup d'intellectuels comme ça qui, écoute, c'est-à-dire qui peuvent, je dirais, qui sont des intellectuels que leur mère, leur grand-mère ne leur reconnaît et ne leur reconnaît pas. Tu vois, elle dit, mais c'est qui ça? Ah oui, c'est ton petit-fils. Ah, c'est mon petit-fils, c'est comme ça maintenant, quand on regarde. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire des intellectuels désincarnés. Alors, c'est des intellectuels traditionnels. C'est des intellectuels aussi que le système peut utiliser pour détruire sa race. C'est sans problème. Écoute, d'ailleurs, il se croit au service de l'universel. Et dans la tête de cet intellectuel, l'universel exclut Haïti. C'est-à-dire, quand on parle d'universel, c'est-à-dire, moi, je suis un citoyen du monde. Mais ce monde-là, dans sa tête, exclut Haïti. C'est-à-dire les citoyens de tous les pays, du Canada, de la France, des États-Unis, écoute, etc., 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 surtout dans en fait, le grand continent ou la grande civilisation occidentale, d'accord? Paris, etc., il parle de Sorbonne, mais il ne sait pas ce qui se passe à Solino, à ce soleil. Il connaît, c'est pas parce qu'il ne connaît pas, en réalité, il fait un déni. C'est ça, le déni, c'est-à-dire il nie sa propre réalité pour pouvoir exister comme intellectuel. Il nie sa propre langue, c'est-à-dire, tu t'imagines que tu es un intellectuel haïtien, tu dis que tu ne peux pas écrire en créole, oh, tu ne peux pas parler en créole. Mais ça veut dire quoi? Moi, je suis pour l'ouverture linguistique, c'est-à-dire qu'un intellectuel haïtien puisse produire en créole, en français aussi, ou en anglais s'il le veut, ou en espagnol, peu importe. Mais tu peux pas me dire que tu peux pas parler en français, tu peux pas parler en français, en créole, ou tu comprends pas la culture, tu vois. Ah, écoute, la culture, ça te répugne. Donc, tu vois, parce que quand on parle du vaudou, écoute, c'est des démons, c'est du diable. Le diable, c'est ta grand-mère, le diable, c'est ton papa, le diable le paysan qui a fait ton éducation, tu le conçois comme le démon. Donc, c'est-à-dire, c'est cet intellectuel-là, cette classe d'intellectuels-là, qui caractérise, de mon point de vue, la plupart, la grande majorité des intellectuels, c'est ça notre réalité, la grande majorité des intellectuels haïtiens. Bon, maintenant, il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est que dans l'appréciation de l'intellectuel, c'est-à-dire dans la réception du message de l'intellectuel, c'est quel intellectuel on valorise aussi en Haïti. Je vais dire autrement. Si, mettons, professeur Sandy Larose, docteur Sandy Larose, ne pouvait pas faire cet exposé en français ou en anglais. Donc, est-ce que est-ce que vous allez me considérer comme un intellectuel? Vous connaissez la réponse. Si quelqu'un ne peut pas s'exprimer en français, dans notre appréciation, même dans le milieu universitaire, parce que le français, c'est une option. Quand je dis c'est une option, c'est une langue, moi je appelle ça une langue optionnelle. C'est-à-dire, on est des Haïtiens, notre langue nationale, c'est le créole. C'est comme on dit dans la Constitution, c'est langue qui soudait tout Haïtien ensemble. Mais Hum, moi, je peux le faire, si je peux faire mon cours en français, je peux le faire en créole aussi, je peux le faire en anglais. C'est juste une option de langue que je choisis. Mais je ne peux pas dire que écoute, je ne parle pas les créoles, moi, pas qu'on vaudou, moi, pas qu'on est la cour, moi, enfin, c'est-à-dire,
Ça, c'est ça, l'intellectuel traditionnel. Mais quand on est dans cette posture de ce déni de soi, bizarrement, les gens qui réceptionnent, qui reçoivent, les gens qui reçoivent le message, c'est-à-dire euh, dans l'imaginaire des gens, c'est que plus vous vous éloignez de votre propre réalité, plus vous êtes censé, vous êtes réputé être fort, vous êtes réputé être, oh, waouh, si c'est lui, c'est un grand intellectuel. Mais c'est-à-dire, parce qu'il y a un rapport entre eux ce qu'on appelle le message, en fait, je dirais entre la réception du message et le messager. C'est-à-dire, on n'honore pas les intellectuels qui sont dans le, en fait, le deuxième modèle que Gramsci nous propose, de ce qu'on appelle l'intellectuel organique. C'est-à-dire, l'intellectuel organique, c'est celui qui assume son appartenance de classe, qui assume sa culture, qui assume son pays. D'accord? Et cette personne ne fait pas assumer, mais cette personne agit, il participe dans la communauté, c'est-à-dire il apporte son soutien. Et quelque part, on va dire que cette personne essaye de faire corps avec sa communauté. C'est pas un intellectuel désincarné, c'est-à-dire l'intellectuel qui est organique, c'est un intellectuel je parle d'un intellectuel haïtien, qui comprend et qui connaît la réalité haïtienne. Non seulement qui connaît, qui comprend la réalité haïtienne, mais aussi qui nie pas cette réalité. Qui, au lieu de nier cette réalité, l'intellectuel organique, il va essayer de voir qu'est-ce qu'il peut apporter comme éclairage. Mettons, on peut prendre l'exemple, le vaudou. Donc, au lieu de critiquer le vaudou, de dire, écoute, ça c'est vous répétez les mêmes choses que les colons, de dire que c'est une religion démoniaque, etc., etc., etc. Mais il faut mener des recherches. Vous n'avez fait aucune recherche sur le vaudou, vous n'avez jamais lu aucun livre sur le vaudou, et vous commencez à parler, à répéter des choses. Et c'est ce que font la plupart des intellectuels traditionnels qui prennent pas le temps. Parce que maintenant, oui, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de critiquer, vous avez le droit, etc. C'est correct. Mais avant de faire ça comme intellectuel, il faut prendre le temps de lire. Il faut prendre le temps de vous former. Écoute, vous parlez des personnes qui sont possédées par telle loi, etc. Et puis la personne fait telle action et vous dites, mais vous commencez à critiquer. Mais il faut aller en Asie pour voir comment ça se passe. Il faut même aller, moi je dirais, écoute, je le dis tout le temps, je suis dans une université canadienne, et puis au début de la session, ils font des cérémonies, parce qu'il y a beaucoup d'autochtones, qui sont, on dirait, semblables à ce qu'on fait quand on est dans le vaudou, mais si on l'avait fait dans une faculté, on dirait, mais oui, c'est démoniaque. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est des gens qui honorent leur culture, leur communauté, etc., qui accordent une place à la communauté, à des pratiques culturelles qui participent de leur vie, de leur vécu aussi. Donc, bref, cette distinction est importante pour comprendre l'enjeu, c'est-à-dire quel intellectuel pour quel pays. C'est-à-dire, moi, ce que je comprends, fait, depuis toujours, on a cette tradition de produire des intellectuels traditionnels qui ne comprennent pas la réalité, et parce qu'ils ne comprennent pas la réalité, ou parce qu'ils ne veulent pas comprendre la réalité, je ne dis pas qu'ils n'ont pas les moyens de comprendre, ils ne se donnent pas les moyens. Et quelque part, ils pensent et d'ailleurs, s'ils essayent de comprendre cette réalité, ils vont se comprendre eux-mêmes. Et le but, c'est de ne pas se comprendre, c'est rester dans ce déni pour continuer je dirais, à rater leur vocation. D'ailleurs, Price Mars l'a bien expliqué dans la vocation de l'élite, comment cette élite intellectuelle, cette élite haïtienne, ce qui fait leur bonheur, c'est de prendre distance par rapport à la masse. C'est ça.
Pressman essaye d'expliquer. C'est-à-dire, ils essayent de prendre distance par rapport à la masse, c'est-à-dire pour que je puisse, c'est-à-dire, il faut s'extirper tellement du lot, tellement de la masse pour qu'ils paraissent comme des intellectuels. C'est-à-dire, enfin, pourquoi la personne ne peut pas être un intellectuel? C'est-à-dire, si d'autres gens de sa communauté sont aussi, je dirais, sont aussi capables de lire, ils peuvent lire, ils peuvent écrire ou ils peuvent comprendre des documents, on va dire, relativement complexes, etc. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un gros écart, un très grand écart pour qu'ils se considèrent comme, je dirais, des détenteurs de savoir. C'est ça. Donc, il y a un problème. Il y a un problème de reconnaissance, il y a un problème d'identité grave, mais aussi il y a un problème, je dirais, beaucoup plus culturel, de ce qu'on appelle la culture intellectuelle. Dans d'autres pays, quand un savant parle, quand un intellectuel parle, il attend à ce que les autres personnes puissent le comprendre. Et si les autres personnes ne peuvent pas le comprendre, il y a un problème de ton côté. C'est pas le côté des gens qu'il faut aller. Parce que l'intellectuel a pour mission, je dirais aussi, de réfléchir et d'apporter un message accessible. Ça, c'est très important et la plupart du temps, on fait l'inverse. Bon, maintenant, il est important de comprendre que l'intellectuel, dans, dans certaines traditions, notamment, notamment après, je dirais après l'affaire Dreyfus, euh, on a associé le terme intellectuel euh, avec ce qu'on appelle la notion d'engagement. Euh, Par exemple, quelqu'un comme Jean-Paul Sartre nous dit que un intellectuel est quelqu'un qui se mêle de ce qui ne le regarde pas. C'est-à-dire, l'intellectuel, c'est quelqu'un, la plupart du temps, qui, euh, qui a atteint une sorte de, je dirais, notoriété dans un domaine, dans son domaine, et qui use un peu de cette notoriété pour sortir de son champ, pour parler dans d'autres sphères, pour parler dans d'autres domaines. Mais ce qui est important quand l'intellectuel en fait, se mêle de ce qui ne le regarde pas, c'est souvent dans le but de faire avancer le domaine parce que l'intellectuel interroge, l'intellectuel critique, il essaye de comprendre. Donc, moi, dans mon ouvrage, j'essaye de réfléchir aussi sur le concept. Moi, je vois plutôt l'intellectuel comme un maçon, c'est-à-dire un constructeur. Un constructeur, c'est-à-dire c'est comme un architecte, mais aussi quelqu'un qui prend les instruments de construction, tu vois. Vous voyez, donc, et puis qui a aussi en main, il n'y a pas d'intellectuel sans, pour moi, je suis dans la logique de Derrida, il n'y a pas d'intellectuel sans un marteau, c'est-à-dire quelqu'un qui essaye de déconstruire les savoirs euh, jugés désuets, c'est-à-dire les préjugés aussi, d'accord, qui essaie de dépasser, d'aller au-delà, de déconstruire ce que Gaston Bachelard aurait appelé les obstacles épistémologiques. Mais en essayant de déconstruire ces préjugés, euh, ces idées toutes faites, euh, tous ces gangs, ces scories qui nous empêchent de voir la réalité, pour le dire comme Michel Foucault. C'est-à-dire, on essaie aussi de construire, de reconstruire de nouveaux savoirs intellectuels, mais ces savoirs, de mon point de vue, doivent être adaptés à ce qu'on appelle la marche du monde, parce que le monde est en train d'évoluer. Je veux dire que si on remonte 15 ans,
10 ans, 20 ans de cela, on n'avait pas autant de téléphones, mais aussi on n'aurait pas pu, 20 ans de cela, faire ce cours comme on le fait aujourd'hui. Je dis ce cours, je suis désolé, c'est le réflexe du prof. Donc, de donner cette conférence à distance comme on le fait aujourd'hui, avec facilité, d'accord? Et sûrement, cette conférence va être disponible après, etc. Donc, on a beaucoup plus de latitude aujourd'hui et aussi d'aptitude par rapport aux nouvelles technologies de construire des choses. Donc, bref, pour vous dire quoi, c'est-à-dire, aujourd'hui, un intellectuel doit, je dirais, participer au débat sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication et comment on peut utiliser, quel usage on pourrait faire de cette technologie et comment on peut rentrer là-dedans. Et puis, pour ne pas rater les trains d'en, je ne vais pas faire aujourd'hui pour vous un cours sur les marches, je dirais, technologiques qu'on a ratées, d'accord? Mais on ne veut pas rater cette révolution, d'accord? La révolution technologique. Donc, juste pour vous dire quoi, c'est que le terme intellectuel, dans le sens sartrien, nécessite une dimension engagée. Ça nécessite une dimension engagée. Moi, dans ma thèse de doctorat, j'essaye de construire, je dirais, un modèle théorique plutôt sur l'engagement, inspiré naturellement des travaux de Ève Lamoureux, mais aussi euh, Charles Tilly, Charles Tilly et aussi inspiré un peu des travaux de Baker, donc qui voit l'engagement comme une sorte de continuité, c'est-à-dire c'est une forme de constance qu'on développe au fur et à mesure, mais Charles Lamar aussi, c'est autant d'auteurs qui sont dans cette dynamique, sauf que moi j'essaie de les dépasser dans la mesure où j'essaie de dire aussi que il y a des niveaux dans l'engagement. D'ailleurs, je me suis inspiré des chansons hip-hop, rap, pour construire ce cadre de réflexion. C'est-à-dire, il y a à un niveau, à un certain niveau, on peut parler de quelqu'un qui serait conscient ou pas conscient de son existence comme intellectuel, ou on peut aller au-delà de ça, de quelqu'un qui serait engagé, mais qui se remet en cause, ou un intellectuel, par exemple, comme je peux prendre l'exemple euh, comme Anil, lui juste, Janil, qui est un intellectuel militant. D'accord? Donc, juste pour vous dire que cette typologie-là, je ne l'ai pas partagée avec vous aujourd'hui, donc, parce que je ne voulais pas que ça soit trop long, notre intervention. Mais bref, il y a toute une typologie d'intellectuels qu'on peut voir. Bon, et maintenant, si on revient ici, dans la logique de Gramsci, l'intellectuel organique peut être aussi un artiste. Parce que dans la compréhension de Gramsci, un intellectuel, ce n'est pas seulement quelqu'un je dirais, qui écrit. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas seulement quelqu'un ce n'est pas seulement un écrivain. Un intellectuel organique peut être aussi un artiste parce que cet artiste nous porte à réfléchir, c'est ça, sur la problématique de pauvreté, par exemple. Parce que dans ce qu'il fait, l'artiste, comme pratique, comme activité de l'esprit, parce qu'un intellectuel, c'est avant tout ça, c'est quelqu'un qui pratique des activités de l'esprit, et dans ce que cet artiste fait, il nous invite à réfléchir, il nous pousse à réfléchir, à aller au-delà de sa chanson pour réfléchir sur d'autres points. Dans cette mesure, dans cette dynamique, on pourrait considérer certains artistes comme des intellectuels. Euh, Par exemple, Bob Marley, par exemple. Parce que non seulement il a produit des chansons, mais il a mené aussi des luttes pour, pour l'égalité des minorités chez lui, notamment des personnes exclues de la société, etc. Donc, on peut considérer beaucoup, il y a beaucoup d'autres artistes, que ce soit en Haïti ou à l'étranger,
qu'on peut, on peut les considérer aussi comme des intellectuels dans cette logique-là. Mais aussi, je ne sais pas si on avait dit, donc c'est quelqu'un, un intellectuel est quelqu'un qui atteint un certain niveau de création, d'analyse et de recherche et qui se sert des médias et, et d'autres canaux pour exprimer, pour intervenir dans l'espace public. Dans la tradition française, moins dans la tradition anglaise, donc on n'est pas là-dedans dans la tradition anglaise, mais dans la tradition française pratiquement francophone, la Belgique, c'est pratiquement pareil, etc. Les intellectuels, il n'y a pas d'intellectuel, on va le dire comme ça. Tu es considéré comme intellectuel quand on fait appel à toi, quand on peut faire appel à toi plutôt, pour intervenir dans l'espace public sur des questions importantes. C'est-à-dire, un intellectuel, c'est quelqu'un qui a le droit je dirais, d'imposer sa pensée à travers les masses médias. Donc, mais en même temps, il ne faut pas prendre dans le piège. C'est pas parce que quelqu'un parle souvent dans les médias ou il est appelé souvent à parler dans les médias qu'on peut le considérer comme un intellectuel. Parce que aussi, il y a ce qu'on appelle l'intellectuel médiatique qui, c'est un danger, c'est-à-dire qui sont comme des jacals, répète, pour dire un bon ancien, comme des perroquets qui répètent les mêmes affaires, les mêmes bêtises tous les jours sur les radios. Moi, j'ai des images en tête là quand je parle là, quand je pense à Radio Métropole. Il y a la Radio Métropole en Haïti, par exemple. Vous avez des intellectuels, en fait, qui, entre guillemets, d'accord, pour moi, je ne les considère pas comme des intellectuels, qui, parce que ils remplissent pas pour moi les conditions pour être des intellectuels, mais les gens, généralement, ils les voient comme des intellectuels parce qu'ils parlent français, la première chose. Deuxièmement, ils répètent des bêtises qui n'ont aucun sens et que les gens ne comprennent pas. Donc, c'est-à-dire, ils cochent les cases pour être considérés comme des intellectuels. Un, parce qu'ils parlent français et les gens, plus que vous parlez en français et vous articulez correctement, vous avez l'air d'être intellectuel. De plus, vous dites des bêtises qu'ils ne comprennent pas, surtout quand on parle d'économie. Vous avez des noms en tête. Quand on parle de société, vous avez des noms en tête. C'est ces gens qui répètent les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses. Et quand il va y avoir des crises, ou c'est ces gens-là qu'on appelle pardon, pour parler, pour venir parler dans la presse, pour répéter les mêmes bêtises. Ah, croissance, croissance, il faut faire ça, il faut faire ça. Dans les trucs, etc. On a déjà fait ça, etc. etc. Donc, ces gens-là, c'est des courtiers internationaux qui répètent des choses qui ont été préparées dans les laboratoires des pays occidentaux. Ils viennent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent les bêtises, ils répètent les bêtises. Ils sont consultants pour les ministères, ils sont consultants dans les organismes internationaux, etc. Donc, on les connaît, ils passent toute leur vie à répéter les mêmes bêtises, les mêmes affaires qui ne marchent pas. Et puis là, c'est comme ça, ils font leur beurre et tout le temps, c'est les mêmes figures, les mêmes gens, etc., pour répéter encore les mêmes bêtises, des choses qui ne marchent pas. Bon, mais juste pour vous dire qu'il ne faut pas confondre les médias, c'est-à-dire le fait de prendre la parole dans les médias pour que ça soit un intellectuel, mais je vous ai dit que dans le contexte français, notamment, je dirais un peu plus généralement francophone, mais typiquement français, spécifiquement français, les intellectuels occupent l'espace public pour dénoncer, et cela, cela a eu lieu surtout à partir de l'affaire de Dreyfus, où, par exemple, Émile Zola sortait son texte qui s'appelle J'accuse en 1898. Donc, cette tradition est restée dans les mentalités. Vous verrez les pays francophones, notamment, les intellectuels parlent plus que les pays anglophones. La tradition anglophone des intellectuels, c'est pas la même affaire que la tradition, pardon, francophone. Anglophone, c'est deux traditions très différentes. Donc, vous allez avoir, surtout dans les pays anciennement colonisés,
la réalité qu'on connaît en Haïti, en Haïti, c'est cette réalité que les Sénégalais ils connaissent aussi. C'est la plupart des pays qui ont été colonisés par la France. Ces pays-là produisent ces modes d'intellectuels, on va dire, déconnectés, un peu déracinés, qui comprennent rien dans rien et qui répètent les paroles du maître, la prière du maître. Donc, les mêmes propos. Il faut juste bien articuler et puis il faut dire la bêtise aussi grosse euh, que vous puissiez le faire. Écoute, il faut que ça soit très grosse comme bêtise pour que personne comprenne. Et puis, on va dire que toi, tu es très bon, toi, parce que tu dis, tu racontes des niaiseries. Et ça, on aime ça, nous, ici. Donc, c'est ça, l'intellectuel. Mais quelqu'un qui vient, qui parle, mettons, en créole, que tout le monde comprend, qui dit, mais ok, non, ça se fait pas comme ça. Moi, je pense que ça se fait comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, comme ça, comme ça. Le fait que la personne porte ce discours, en créole, ce discours n'est pas valorisé. Et le problème, c'est que même à l'université, ça se passe comme ça. Donc, euh, maintenant, pour dire un artiste, c'est quelqu'un qui crée des œuvres qui transportent une certaine sensibilité, de l'imagination, mais aussi de la réflexion. Si vous voyez une œuvre, je vais le dire comme ça, pour faire simple pour vous. Parce que moi, aujourd'hui, ça m'écoeure de voir comment des gens se font appeler artistes, tout le monde est artiste, etc. Donc, c'est pas parce que vous chantez compas et vous êtes automatiquement un artiste. C'est très problématique parce que les conditions ne sont pas toujours réunies pour être considéré comme artiste, parce que l'artiste, c'est quelqu'un qui peut toucher les émotions. Si vous entendez une chanson et que écoute, vous ressentez rien, vous voyez que c'est vide d'imagination, c'est que en réflexion, il n'y a pas lieu de parler d'un artiste là, ou d'une œuvre artistique ou d'une démarche artistique. C'est-à-dire aujourd'hui, on a en Haïti de plus en plus d'artistes sans démarche artistique. C'est-à-dire l'artiste aujourd'hui, surtout dans le monde féminin, c'est terrible de voir que si l'artiste peut pas mettre à profit son corps pour que les yeux puissent, enfin, si elle ne peut pas rester à moitié nue, à moitié à poil sur scène, alors que et elle n'est pas artiste. C'est-à-dire l'artiste aujourd'hui, surtout dans le registre féminin, c'est pratiquement des gens qui exposent leur corps. Donc, écoute, moi, j'ai réfléchi avec Francky beaucoup. On a publié quand même plusieurs articles, un livre, un très bon livre que vous pouvez lire sur le corps. Je sais ce que c'est, que je sais que c'est important de mettre en valeur son corps quand on est dans une démarche artistique. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que oui, oui, tu peux mettre en valeur ton corps. Vous pouvez mettre en valeur ton corps, mais c'est quoi la démarche artistique? En fait, compte, est-ce que si vous dites que vous êtes chanteuse ou vous êtes chanteur, donc ok, vous ne pouvez pas juste parce que vous avez un t-shirt à 300 400 $ américains et puis c'est ça la démarche artistique, c'est pas ça. Tes sneakers, tes chaussures, c'est pas ça ta démarche artistique. C'est quoi que tu portes comme différent? Qu'est-ce qui fait ta touche artistique? C'est quoi tu transportes comme émotion? Donc, pour Kant, Emmanuel Kant nous dit l'artiste, c'est quelqu'un qui suscite un sentiment esthétique universel. Et dans cette démarche, dans cette perspective, l'artiste, au sens d'Emmanuel Kant, c'est quelqu'un qui construit le beau. Et le beau, il a très bien expliqué dans sa pensée, Emmanuel Kant, les- la- les- il nous dit que le beau, c'est ce qui plaît universellement sans concept. C'est-à-dire, que vous faites le rap, je sais pas, ou le compas, ou peu importe, euh, comment vous expliquez qu'un artiste, un vrai artiste, attention, c'est un vrai artiste comme Azor. Azor est allé au Japon. Les gens, vous comprenez, c'est très loin comme tradition, en fait, linguistique, en tout cas comme registre linguistique. Ils comprennent rien dans ce qu'il explique. Et les gens dansent, ils chantent et c'est rempli de monde. C'est parce que
il est dans l'artiste, Azor, est dans cette démarche-là, la construction du beau à partir de son tambour. Là, monsieur a battu tambour, lui-même, il n'a pas joué, ce tambour le fait parler. Et en ce sens, il n'a pas besoin de parler c'est-à-dire japonais pour que les gens comprennent sa démarche parce que l'art a un langage universel. Les tableaux haïtiens, écoute, c'est la preuve, les tableaux haïtiens, pendant tout le 19e, 20e siècle, ce sont les tableaux les plus vendus à travers le monde et la plupart des pays de la Caraïbe, en fait, vous voyez, ils achètent des tableaux haïtiens, ils mettent leur nom, etc. Donc, juste pour vous dire pourquoi. C'est-à-dire, un, un Japonais qui écoute Azor, je prends l'exemple d'Azor, mais je peux prendre d'autres exemples. Par exemple, Joey Doigtfile qui vient de sortir, c'est 4 Campé, le tube 4 Campé, qui a cantonné. Il faut comprendre ça. La musique, hein, écoute, c'est pas la langue n'est pas, je dirais, une barrière. Si la musique arrive à transporter une sensibilité, ta musique arrive à transporter une sensibilité, est dans une démarche d'imagination et peut éventuellement susciter une réflexion, mais surtout la dimension sensible, c'est le plus important. C'est-à-dire, le japonais, l'américain, Madonna qui chante Cat Campé, qui ne comprend rien dans les paroles, mais trouve son compte. Et c'est ça. Écoute, Bob Marley, les chansons de Bob Marley sont interprétées à travers le monde entier par des gens, la plupart du temps, qui ne parlent pas en anglais, qui parfois essayent de répéter, mais la chanson en soi, c'est-à-dire l'œuvre en soi, cette œuvre-là que Bob Marley en fait, que nous a léguée comme héritage, même si cette œuvre était en espagnol, en latin, portugais, c'est pas ça le problème, c'est pas ça l'enjeu, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que si vous arrivez à construire une œuvre artistique pour de vrai, peu importe la langue dans laquelle cette œuvre a été réalisée, cette musique, cette chanson a été réalisée, ou ce tableau, peu importe, etc., l'œuvre en soi, vous n'avez pas besoin de langue pour l'œuvre, l'œuvre n'a pas de langue. C'est la sensibilité, le sens, la sensibilité n'a pas de langue. Parce que la sensibilité, l'œuvre doit aller chercher ce qui est humain en nous. Et ce qui est humain en nous, cette sensibilité qui nous distingue des animaux, en présence d'une œuvre, écoute, écoute, on a qu'à se plier. C'est pour ça que quand Kant nous dit, dans ses réflexions, euh, dans sa critique de la raison pure, que le beau est ce qui plaît universellement son concept, il a vraiment raison sur toute la ligne. Parce que un artiste n'a pas besoin de parler la langue des personnes qui, je dirais, qui écoutent son œuvre ou je sais pas, qui regardent ou qui lisent, peu importe. Bref, c'est valable pour pour une belle vidéo. Donc, ces jours-ci, je sais pas si vous essayez de comprendre la démarche artistique d'un artiste comme Wendy, par exemple, qui, quand les gens écoutent le son, ils regardent l'image, etc., ça leur dit quelque chose. Donc, bref, pour vous dire, mais on a quand même pas mal d'artistes, mettons Emeline Michel, par exemple, qui est dans cette dimension-là. Le dernier, là, je pense que le dernier album de Zarfem nous a prouvé que la langue n'est pas une barrière. Donc, je pourrais multiplier des exemples pour vous dire que l'artiste peut être aussi un intellectuel au sens premier, mais aussi pour être considéré comme l'artiste, comme un intellectuel, l'artiste doit s'engager. Donc, et dans ce contexte-là, euh, on l'avait déjà dit, c'est que on ne peut pas considérer un intellectuel organique comme tout simplement comme seulement ou du moins un savant, mais c'est aussi quelqu'un qui nous porte ou qui porte une contribution à forger la conscience d'un groupe social. Donc, euh, au fait,
on est dans la dernière partie de notre exposé, donc je ne sais pas combien de temps qu'il me reste, mais je vais aller très très vite pour... Bon, je pense que je vais sauter toute cette partie euh, pour finaliser un peu, parce que je sais que ça fait tard. Bon, dans cette partie, je l'ai nommé quel modèle de société? Bon, je vous fais l'économie de la situation du pays qui était dans la section un peu avant, donc bon, je pourrais toujours les répondre dans les questions, mais je vais vite terminer. Euh, bon, il faut dire que, euh, étant donné qu'on parle, ou le sujet principal, c'est comment les intellectuels et les artistes, et comment ils peuvent participer à la refondation sociale. Donc, de mon point de vue, à mon humble avis, je pense on ne peut pas refonder ou penser Haïti, ou penser la fondation d'Haïti sans miser, sans, je dirais, avoir la jeunesse comme le pilier de ce pays. Cela veut dire quoi? On a des faiblesses, je peux prendre un exemple, le fait qu'on soit placé un peu dans le bassin, je dirais, dans le bassin de la Caraïbe, en fait au cœur de la Caraïbe même, on est sujet à des tempêtes, par exemple, on est sujet aussi à des tremblements de terre. Vous voyez, donc ça, c'est, on va dire, c'est des points, euh, c'est des points un peu faibles, là, donc, mais qui liés à notre situation géographique. Donc, mis à part de ça, vous savez qu'on a une tradition de corruption un peu dans l'État. Et cette tradition, que ce soit au niveau des ministères, au niveau des universités, au niveau des facultés, c'est quasiment un peu, c'est un peu la grande mode. Il y a toujours quelque chose pour montrer, et quand il se passe quelque chose comme ça, un cas de corruption, moi je peux prendre l'exemple à la faculté d'ethnologie, des étudiants qui achètent des livres, et puis ces livres n'ont été jamais livrés par la librairie, et puis écoute, le secrétaire général, le doyen, ils étaient de mèche avec la faculté, avec la bibliothèque, mais jusqu'à présent, les étudiants n'ont jamais reçu ces livres. Je peux prendre juste cet exemple. En fait, dans n'importe quel pays du monde, si une action comme ça se passe, écoute, il y a des sanctions, écoute, mais en Haïti, écoute, le recteur est au courant, ça va. Euh, Tout le monde est au courant, ça va. Les étudiants n'ont jamais trouvé ces livres. Enfin, ils ont payé. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est pas aux étudiants de payer des livres pour la faculté. Ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Donc, quand les étudiants le font, il faut considérer ça comme un acte de grandeur. C'est très intéressant, très apprécié. Donc, c'est aussi une manière de laisser notre trace à la faculté, par exemple. Mais quand vous achetez des livres pour faire cadeau à une institution, donc, et ces livres disparaissent, par exemple, mais ça ne dit rien à personne. Et on sait qui vole les livres, etc. Mais c'est-à-dire, il y a une tradition de corruption. Mais ça, c'est à la faculté, mais dans les ministères, c'est pareil. Donc, maintenant, la jeunesse a une mission. La jeunesse a une mission. Donc, on a ces points, je dirais de faiblesse, mais aussi on a des ressources importantes. Et l'une de nos ressources importantes, je pense l'une des ressources les plus importantes, c'est ce qu'on appelle la jeunesse de la population haïtienne. Donc, en Haïti, selon les estimations, en fait, c'est sur le site du ministère du Commerce et de l'Industrie. Donc, 50% des Haïtiens ont moins de 25 ans. Donc, c'est-à-dire, démographiquement, on a une richesse, la jeunesse. La jeunesse est une richesse, et la jeunesse est une richesse, non seulement c'est une jeunesse, c'est une jeunesse très intelligente, d'accord? Mais aujourd'hui, on est conscient que c'est une jeunesse qui est un peu moins instruite que les générations précédentes. On est conscient de ça.
Donc, mais aussi, on est une nation très résiliente, très forte, d'accord? Qui est quand même capable d'endurer. Donc, ce n'est pas pour encourager les gens à nous mettre dans des conditions pour endurer. D'ailleurs, ils essayent de voir c'est quoi la limite de cette résilience dont on parle quand on essaie de fédérer les gangs et puis de chasser les gens de leur maison. C'est quand même une façon de tester cette résilience dont on parle. Le tremblement de terre, quand même, c'est une façon de tester notre résilience. Donc, mais la révolution de 1803, 1804, 1803-1804, donc c'est aussi une façon, je dirais, c'est une ressource importante parce que quand on constate notre état, quand on sent qu'on est dans une sorte de dépression nationale, euh, on aille souvent se ressourcer dans cette révolution, dans Vertières, pour le dire autrement, dans cette victoire contre l'Occident, contre les Français, contre Napoléon, contre tout l'Occident. Donc, ça, c'est des points très importants. Regarde, si vous regardez bien un peu ici le tableau, je ne sais pas si vous voyez le tableau, vous verrez par exemple, en orange, c'est l'Italie et bleu, c'est Haïti. J'ai pris un exemple pour comparer pour vous sur le plan démographique, par exemple. Donc, l'âge médian en Haïti, c'est près de 21 ans. D'accord? En Italie, c'est proche de 50 ans. Et ici, entre 0 à 14 ans, les gens âgés de 0 à 14 ans, regardez, en Haïti, c'est plus de 31. C'est plus de 35%, près de 35%. Et puis en Italie, vous voyez, c'est proche de 12%. Donc, entre 15 et 24 ans, donc, en Italie, c'est 10%. Et en Haïti, c'est plus de 20%. Et 65 ans et plus, Haïti, c'est vraiment moins de 10%. Et en Italie, là, on est vraiment à 25, etc., 25%. Donc, pourquoi je vous présente ce tableau? C'est pour vous dire que par rapport à certains pays, on a un avantage. On a l'avantage d'avoir une population jeune. Une population jeune, qu'est-ce que cela veut dire? Une population jeune, d'abord, cela veut dire que c'est des gens qui ont la force, qui ont le courage, c'est des gens qui peuvent aussi apprendre et apprendre vite. La jeunesse, c'est ça l'avantage d'être jeune. Rien ne vaut cette richesse qu'est la jeunesse. On apprend vite, on est rapide, on peut courir des kilomètres, on peut jouer au soccer, etc. Tandis que vous connaissez l'adage, les grand monde pas prend. Les grand monde pas prend, c'est-à-dire la vieillesse, apporte un lot de misère. Donc, et la jeunesse, c'est l'âge du bonheur. S'il y a quelque chose à faire, dans le pays, il faut passer par la jeunesse. Et passer par la jeunesse veut dire qu'il faut intellectualiser davantage, il faut instruire davantage cette jeunesse. Cela implique la lecture. Il faut encourager la lecture. Il faut encourager la rationalisation du quotidien. C'est-à-dire, aujourd'hui, on- il faut comprendre on peut plus croire que tout ce qui arrive, il y a une raison, je dirais, religieuse que ça arrive. Donc, il faut comprendre que, en fait, pour dire comme Auguste Comte, en fait, on a trois âges. Enfin, l'âge euh, un peu où l'on explique tout par l'adolescence de la société, où l'on explique tout un peu par la magie ou par tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Il y a une force externe qui est, vous voyez, donc l'âge théologique. Donc, tout est expliqué par une force, une main. euh, et après, on passe par l'âge de la métaphysique où l'on commence à remettre en question et pour arriver à l'âge de la raison. Mais je pense, d'une certaine manière, il faut éduquer la jeunesse à l'âge de la raison, à la rationalisation de leur quotidien, à la rationalisation de leur vie, de leurs pratiques, mais aussi de leur vision du monde, de leur place dans le monde. Mais aussi l'écriture, l'écriture dans le temps.
Peut-être vous avez déjà entendu ça, sûrement. Donc, l'écriture faisait partie de notre quotidien. Moi, je suis de cette génération qui connaissait, qui utilisait l'écriture pour exister. Pour exister, ça veut dire dans notre quotidien, moi, j'envoyais des lettres à des amis, j'envoyais des lettres à des copines, etc. Mais aussi on participait dans ce qu'on appelle des jeux de correspondance. On avait une façon de découvrir l'autre. Et la meilleure façon pour nous de découvrir l'autre, en fait, c'était beaucoup par les jeux de correspondance. Il y a sûrement des gens parmi vous qui sont là, qui ont connu aussi ça, parce que je ne suis pas vieux, vous me connaissez, je ne suis pas vieux que ça. Mais juste pour vous dire que c'est très important. Mais aussi le travail. De nos jours, on a une jeunesse qui travaille trop tard parce qu'il y a un taux de chômage élevé et on n'encourage pas l'entrepreneuriat juvénile. C'est très important, l'éducation financière, ça doit commencer très, très tôt. Donc, et puis, le respect des valeurs nationales, c'est-à-dire l'importance du drapeau, etc. Donc, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant comme peuple. Donc, bon, maintenant, pour finir, c'est quel projet de société pour Haïti? Dans quelle place on peut accorder, faut-il accorder plutôt aux jeunes dans ce projet, s'il y en a un projet, mais il n'y a pas de société sans projet, c'est ça mon problème. Donc, si on demande à ces neuf vauriens qui nous dirigent, y a-t-il un projet de société? Et quel est ce projet? Et dans ce projet, quelle est la place des jeunes dans ce projet de société? Parce qu'on ne peut pas diriger sans projet de société. Bon, sûrement, ils ont un projet qu'on ne connaît pas, mais on ne peut pas diriger sans projet. Et c'est quoi ce projet? Ce projet, comment ce projet, en fait, comment projeter la société dans 10 ans, dans 15 ans, dans 50 ans, dans 60 ans? Quelle, quelle serait la place d'Haïti sur la carte mondiale? Euh, Depuis toujours, il y a eu deux modèles de société. Deux, plus ou moins, si vous, pour le dire correctement, il y a eu plus ou moins deux grands modèles de société. Il y a eu ce qu'on appelle, ce que je pourrais appeler un peu la tradition ou la société juste et équitable initiée par Dessalines. C'est une tradition, on va dire, impériale de société, c'est-à-dire dans l'imaginaire de Dessalines. Initialement, la société haïtienne n'est pas une république. Ça, il faut être d'accord. On doit être d'accord avec ça. Et on est un empire, l'empire d'Haïti. Donc, cela implique quoi? Cela implique que les gens du 19e siècle, comme Dessalines, voyaient plus grand que nous. C'est ce que je comprends, moi. Mais, et cet empire avait pour frontière, la mer. Ça, c'est très important. Bon, naturellement, on sait que la conquête de l'Ouest, la conquête de l'Est n'a pas été facile. Non, enfin, ça n'a pas eu lieu. Mais bref, si vous lisez un peu la constitution impériale de Dessalines, vous allez comprendre un peu cette vision-là. Et cette vision est expliquée à travers, je dirais, une démarche, une question simple. Et ceux dont leurs pères sont en Afrique n'auront-ils rien? C'est-à-dire la masse paysanne, la masse afrodescendante, les bossales. Donc, est-ce que ces gens n'auront rien? Mais pour que ces gens puissent avoir quelque chose, il faut rentrer dans cette démarche, liberté ou la mort. Et la liberté implique, dans la logique le projet national de Dessalines, euh, la liberté implique le bien-être. Et le bien-être implique être libre. Donc, et pardon, ce projet de société aussi, on a toute une vision du monde. On a toute une vision du monde, par exemple, la couleur, parmi ces éléments, la couleur du drapeau et la moirie.
Parce qu'on ne peut pas penser une société sans ses symboles. Et ces symboles, vous allez regarder le drapeau impérial, le drapeau de Dessalines, il n'y a rien à voir avec ce qu'on va connaître après. Donc, mais maintenant, de notre côté, on a le projet de Pétion. Le projet de Pétion, c'est ce qu'on appelle le projet républicain. Le projet de républicain, c'est un projet un peu, on va le dire comme ça, on va essayer le plus que possible de coller, de nous coller un peu sur l'Occident pour voir si on peut trouver des miettes. Et dans cette démarche, euh, on peut dire que d'abord, on a un drapeau bleu-rouge, et puis vous comprenez bien, c'est-à-dire la France est bleu, blanc, rouge. Donc, et puis, être bien dans sa peau, c'est cette quête de reconnaissance de son ancien père. Le père qu'il n'a pas connu Pétion, qui a refusé de reconnaître Pétion comme son fils. Donc, mais aussi de rapprocher de son père. Vous voyez, la plupart du temps, je pense que vous le savez mieux que moi. Quand quelqu'un est mulâtre, parfois on oublie ça, mais c'est quelqu'un qui a été violé, la plupart du temps. La plupart du temps. Donc, il y a très peu de bonnes relations, il y avait très peu de bonnes relations entre une négresse et un blanc, pour enfin donner un enfant je dirais, de bon cœur. Donc, la plupart des enfants Mulat n'était pas reconnu par le père. Donc, écoute, ça reste un fait que ce sont des Haïtiens après l'indépendance, mais on n'a pas posé les vrais problèmes. Et maintenant, la question de couleur recoupe la question d'identité en Haïti. Plus vous êtes un peu clair, c'est-à-dire, en fait, on peut les appeler mulâtresses ou grimelles, etc., etc. Donc, c'est plus vous pensez que vous êtes supérieur. Au fait, vous n'êtes pas né d'une relation d'amour, vous êtes né d'une relation, on va dire, de viol la plupart du temps. C'est ça, et c'est problématique. Donc, et cette haine-là elle reste dans la société. Donc, une sorte d'affirmation, ils veulent être supérieurs par rapport à des gens qui ont combattu pour qu'ils soient libres aujourd'hui. Donc, c'est très, très difficile quand on réfléchit par rapport à tout ça sur comment la société haïtienne est structurée. Et la République de Pétion, c'est aussi une république catholique, apostolique, romaine et française. Donc, euh, c'est bizarre, mais c'est aussi bizarre que ça a l'air, mais c'est aussi anti-haïtien et c'est-à-dire anti-valeur, je dirais anti-1804, quelque part. Parce que si vous comprenez la démarche de 1804, vous allez comprendre que Dessalines voulait créer une nation. D'ailleurs, vous voyez, vous le savez mieux que moi, on dit que tous les Haïtiens seront reconnus sous la générique de noir. C'est-à-dire que vous soyez blanc, jaune, rouge, je sais pas, noirs, indiens, etc., vous êtes tous noirs. Donc ça, c'est très intéressant de comprendre cette dynamique, mais aussi cela va participer à ce qu'on appelle une double identité ou bien une double facette de l'identité haïtienne, une identité créole je dirais, qui met en valeur la culture européenne, le christianisme, le français, la notion de république. Donc, et cette conception est perçue le plus souvent comme une démarche par Casimir, par exemple, professeur Casimir, Jean Casimir, comme une démarche néocoloniale. Donc, et les créoles, ils se positionnent dans la société haïtienne comme des néocolons, des nouveaux colons qui ont organisé et maintenu après l'indépendance une colonisation interne des paysans boussales. C'est-à-dire, vous êtes dans votre pays, mais vous sentez que vous n'êtes pas chez vous. Tellement vrai que l'Haïtien ou les Haïtiens, la plupart du temps, surtout cette génération, on est habité par ce qu'on appelle l'imaginaire de l'ailleurs. C'est-à-dire le pays là-bas, le pays l'autre bord de l'eau,
nous habite tellement que quand on est en train de former, on est en train de se former à l'université, on pense que on se forme pour aller à l'étranger. Donc, c'est-à-dire, on a plus une formation adaptée pour résoudre le problème canadien, le problème français, le problème américain, que pour résoudre notre propre problème. Donc, et quelque part, on a l'identité bossale qui est l'autre face de l'identité haïtienne, qui est caractérisée par l'africanité, l'afrodescendance et aussi une opposition vraiment systématique par rapport aux valeurs occidentales. Euh, et les Bossals sont ceux-là qui s'inscrivent dans cette dynamique décoloniale et qui ne se voient pas dans la logique de la civilisation occidentale, qui d'ailleurs, à bien des égards, qui est une civilisation violente. Donc, qui a quand même instauré le système esclavagiste, écoute, qui a instauré la persécution des Juifs, etc. Donc, deux guerres mondiales, donc en moins d'un siècle, vous voyez, donc, et les Boussales ont toujours questionné cet aspect-là. Donc, et pour des intellectuels comme que ce soit Anténor Firmin ou Hannibal Price ou Jean Price Mars, il s'agit d'une manière de réhabiliter la race noire en démontrant l'égalité des races. Et donc, l'indépendance haïtienne a donné naissance à ce qu'on appelle euh, une négation de l'Occident. Une négation de l'Occident. Donc, on verra aussi ce qui est intéressant. Donc, l'identité haïtienne est structurée autour de ces trois piliers. D'abord, la langue. Il y a ce qu'on appelle il y a une diglossie, et diglossie entre, en fait, on dirait une lutte sans fin, sans merci entre le créole et le français. C'est-à-dire, il y a 100% haïtiens qui parlent créole, il y a moins de 10%, on va risquer les statistiques pour dire 10 à 15% qui parlent français, mais qui pensent qu'ils peuvent imposer le français à tout le monde, ce qui n'est pas possible. Mais d'une part, écoute, c'est correct qu'ils peuvent parler français. Moi, je pense qu'il y a plus que 10% haïtiens qui comprennent le français. Il y a vraiment beaucoup d'haïtiens qui comprennent le français. Mais pourquoi, moi c'est ça ma question, pourquoi l'école est structurée, est faite, est enseignée, l'éducation est faite en français, mais pourtant les gens ressentent, je dirais, je sais pas comment je peux l'appeler, mais il y a, il y a, il y a, il y a, il y a un sentiment de négation du français quelque part. En même temps, c'est ce qu'on appelle une ambivalence. Il y a aussi, c'est bon, c'est intéressant quand quelqu'un parle français, mais en général, on ne veut pas parler français. Donc, quand on est en train de régler des choses sérieuses, on parle créole. Bon, quand quelqu'un parle français, on a aussi cette tendance à croire que les bluffeurs parlent français, etc. Donc, il y a tout un imaginaire autour de la chose, de cette histoire de diglossie de cette lutte entre ces deux langues. Mais puis, quelque part, aussi, il y a le vaudou. Il y a toujours une lutte entre le vaudou, c'est-à-dire la religion des Afro-descendants, les descendants africains, et le christianisme qui a été, je dirais, réhabilité par par Pétion, principalement. Et puis, aussi, la dimension de combat pour les Boussales, c'est la révolte tout le temps, c'est-à-dire la liberté ou la mort, tandis que avec la logique républicaine, on est plutôt dans la réforme. On ne veut pas que des gens, on ne veut pas que ça change. On veut que ça s'améliore un petit peu. C'est pour ça qu'on parle très peu de révolte et quand quelqu'un parle de révolte ou de révolution, ça fait peur. Ça fait peur et on n'a pas besoin de vous, écoute, rapidement, vous allez être indexé je sais pas, vous pouvez être indexé de tous les mots parce que tout simplement, dans la logique républicaine, on ne veut pas de révolution. Ce qu'on veut, on veut que on peut changer juste un petit élément, mais on sait que la situation ne va pas changer. Bon, on change juste quelqu'un. On change juste une personne. On change Ariel, on vous donne 9 Ariel. Donc, après, on va enlever ces 9 Ariel.
comme si, vous voyez, c'est 9 présidents, et puis on vous donne peut-être 14 après, ou peut-être 12 ou peut-être un. Bref, mais la situation ne va pas changer. On va vous promettre des élections, mais les élections ne vont pas changer la situation. Il n'y a, il n'y a rien qu'une chose qui peut changer la situation d'Haïti, c'est une révolution. Et la révolution veut dire quoi? C'est révolution dans le sens strict du terme de la façon de faire, d'agir, mais aussi je veux dire, dans tout le sens, dans toute son acception du terme, la révolution. Bon, pour finir, euh, ces deux visions-là, on peut aussi voir ces deux visions à travers la constitution, les deux constitutions. La constitution d'abord impériale de Dessalines, mais aussi la constitution de Pétion. Donc, par exemple, l'article 50 dans la constitution impériale de Dessalines nous dit que la loi n'admet pas de religion dominante. C'est dans la Constitution de Dessalines. La loi n'admet pas de religion dominante. L'article 51 de cette Constitution nous dit la liberté des cultes est tolérée. C'est-à-dire, d'abord, la loi n'admet pas de religion dominante et tout le monde peut exercer leur religion. C'est-à-dire, c'est un empire qui tolère la religion. Donc, et l'article 52, l'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. C'est-à-dire, aujourd'hui, écoute, je ne sais pas si, est-ce que vous pouvez me dire combien d'argent combien reçoivent nos curés, par exemple, les curés ou en tout cas les ministres catholiques en Haïti. Donc, l'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. Là, je vous invite à regarder un peu ce qu'on appelle la vision de Dessalines, c'est-à-dire la séparation entre l'État, un peu qui est projetée, mais n'oublie pas, on est vraiment au lendemain de l'indépendance, c'est-à-dire on n'est pas encore, c'est juste pour vous dire que ne serait-ce que le début annonçait une société je dirais, intéressant, extraordinaire, où il fait beau hein, de vivre. L'article 28 de cette Constitution, au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent, la nation est debout. C'est aussi d'ailleurs, Benoît Joachim l'a bien expliqué, le lendemain de 1804, Haïti avait la plus belle, la plus importante l'armée du monde, 90 000 hommes qui étaient mobilisés sur pied de guerre. Donc, juste pour vous dire que il y avait un projet de société, d'accord? Mais après la mort de Dessalines, donc, ce projet a été quand même un peu sapé. Donc, l'article 35 de la Constitution de Pétion, en 1806, après la mort de Dessalines, après avoir assassiné Dessalines, Dessalines n'est pas mort, on l'a assassiné. Donc, la religion catholique, l'article 35, il change la Constitution de Dessalines. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa maudite Constitution? La religion catholique apostolique et romaine étant celle de tous les Haïtiens et la religion aussi de l'État. Et elle est spécialement protégée ainsi que ses ministres. Donc, juste pour vous dire, moi je vous invite à lire ces deux constitutions et vous allez comprendre, aujourd'hui, on est encore dans ce qu'on appelle la continuité du projet de Pétion qui consiste à, euh, à éradiquer tous les Haïtiens de l'île tous les afro-descendants de l'île pour laisser l'île à un peuple à la peau plus claire. Donc, aujourd'hui, c'est ça le gros projet, c'est le projet de Pétion, un projet qui prévoit la destruction un peu de ce qu'on a comme nation, de ce qu'on a comme peuple. Donc, et euh, je vous invite aussi à réfléchir par rapport à l'assassinat de l'empereur. Donc, l'empereur est mort, est assassiné le 17 octobre 1806. Donc, non seulement c'est le projet de liberté et de bien-être qui est parti en fumée, mais aussi, euh, ce qu'il faut aussi mentionner, qui est très important, c'est- il n'y a pas que Dessalines qui est mort. C'est ça, c'est pour ça que moi, quand je vous dis que la mort de l'empereur Dessalines, c'est la mort du projet Nation,
c'est toutes les personnes. Bon, je vais vous donner deux autres exemples, deux autres noms, par exemple. Capois la mort est mort. Capois la mort, il est mort le 19 octobre, c'est-à-dire, genre, 2 jours après Dessalines. 1806, il est aussi assassiné. Bois-en-Tonnerre, il est mort le 24 octobre, le même mois, 1806. C'est-à-dire, l'assassinat de Dessalines, il faut pas voir, il faut pas comprendre l'assassinat de Dessalines comme un acte isolé. C'est-à-dire, on va dire ça comme ça. Écoute, Dessalines, il revenait du Sud et puis il disait tout ce que je viens de faire dans le Sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, c'est qu'ils ne sont pas des hommes et puis on l'a assassiné parce qu'il ne devrait pas dire ça. Non, 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 c'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'assassinat systématique de tous ceux et celles qui croyaient dans le projet de liberté et de bien-être pour les Haïtiens, de tous ceux et celles qui voulaient un autre État, qui voulaient non seulement un État détaché, indépendant complètement de la France, d'accord, mais aussi un État où il fait bon vivre pour les descendants africains, pour les afro-descendants. Donc, maintenant, que faire dans cette situation? Bon, rapidement, bon, j'essaie d'aller vite. Bon, Professeur, oui, oui, normalement, on devrait terminer à 7 heures, mais étant donné on a constaté, donc, c'est tellement enrichissant, mais on va voir comment on doit mettre tout faire. Professeur, je ne sais pas. ouais, ouais, c'est bon, je vais finir. Merci. Oui, donc, écoute, moi, ce que je dis je veux dire comme conclusion, donc, je vous invite à lire le texte de Gaspard Théodore Molien qui s'appelle Les mœurs d'Haïti. Pourquoi je vous invite à lire ce texte en guise de conclusion? C'est parce que tous les malheurs qu'on connaît aujourd'hui, est passé à travers, je dirais, est passé à travers cet acte-là. C'est-à-dire cet envoyé de la France qui était en mission pour étudier, en fait, c'était un anthropologue en plus, pour étudier les mentalités des Haïtiens. Et il a produit un rapport, et ce rapport est disponible, et vous pouvez aller le télécharger et le lire, où vous allez comprendre comment les gens arrivent à nous diviser. Et la division passe à travers la religion. Et c'est pour ça, le rôle de la religion, c'est ça. Donc, et vous allez comprendre aussi, le concordat de Damiens est resté l'acte le plus, je dirais, c'est pire que l'esclavage qu'on a connu. Et c'est ce qui permet je dirais, à l'ancienne puissance coloniale, la France, de continuer à avoir mainmise sur les élites, mais aussi à faire en sorte que l'on reste dans cette situation de paria. Donc, moi, j'invite les jeunes à s'instruire jusqu'aux dents pour reprendre l'expression de Cheikh Anta Diop, et puis à construire un rêve haïtien. Donc, le temps nous fait la guerre, donc je suis à bout, donc c'est fini. Merci beaucoup. J'attends les questions. Oui, en fait,